Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Canal Algérie dans votre rendez-vous avec l'histoire, cet espace de débat autour de la colonisation française en Algérie et les crimes coloniaux. L'une des tragédies les plus méconnues vécues par le peuple algérien. Savez-vous que plus de 3 millions d'Algériens ont été déplacés de leur douar, de leur village, ont été regroupés dans des camps, dans des conditions inhumaines? Savez-vous que la France a créé en Algérie plus de 2300 camps de regroupement et d'internement où quotidiennement plus de 500 enfants risquaient la famine? Savez-vous que la France a brûlé et a détruit des villages entiers et décrété ces territoires zones interdites? 40% de la population algérienne vivait encerclée de barbelés sous la surveillance de l'armée coloniale française. Ce soir, nous allons parler de la stratégie diabolique coloniale qui visait à disloquer, à déconstruire la société algérienne. Bienvenue dans le déshonneur. Pour m'accompagner ce soir dans cette émission consacrée aux camps d'internement et camps de regroupement, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Saïd Ayachi. Vous êtes là ce soir parce que vous êtes témoin et victime de ces camps de regroupement alors que vous n'avez que 15 ans. Vous et votre famille, vous étiez internés dans un camp du côté de la commune aujourd'hui de Filfla, dans la wilaya de Skikda. Je rappelle aussi que vous avez occupé plusieurs postes qui ont une liaison directe avec le droit humanitaire. Vous étiez président du Croissant Rouge algérien de 1994 jusqu'à l'année 2000 et actuellement vous êtes le président de la CNAS-PS. Je rappelle que c'est le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bienvenue à vous, Monsieur Saïd. Merci. Ayachi, docteur. Bonsoir. Saïd, merci Amir pour ton invitation. Merci beaucoup. En face de vous, on a notre spécialiste maison Hassan Arabe, universitaire, chercheur en histoire. Vous présentez, vous animez, vous préparez aussi l'émission Les Dossiers de la Mémoire chaque mardi soir sur Canal Algérie. Et vous êtes déplacé d'ailleurs, vous avez fait des recherches concernant ces camps de regroupement. Nous allons parler tout à l'heure de ces endroits que vous avez pu voir, notamment du côté de Messilmoun, hein, où vous allez témoigner de ce que vous avez pu voir et pu constater avec vos témoins. Madame, messieurs, ce soir, on parlera d'une autre arme redoutable employée par la France en Algérie, une arme qui nous rappelle les camps de concentration nazis, des lieux sinistres qui servaient à tuer des humains. Le défunt Reda Malek qualifiait ces camps d'apocalyptiques. L'historien Michel Cornatan explique que les méthodes coloniales en Algérie étaient d'une violence inédite. On vous propose cet extrait tiré du documentaire de Saïd Olmi sur les traces des camps de regroupement et on revient juste après pour débriefer. Ces 93 ans n'ont pas altéré sa force. Le temps n'a pas effacé de sa mémoire les images horribles des bombardements et de l'humiliation subie sur ces lieux. بقينا في المدة هذاك الضرب ما تحكيش، الفضح ما تحكيش، الحرق ما تحكيش، الشيء اللي ما ينجمش العقل يقول، نشوفه في المناكب بعينينا، نشوفه في الشيء اللي ما يتعبرش بعينينا من العسكر، قوة وضرب يومي. Il se souvient de tout. Il nous transporte au mois de novembre 1954. Quand tout a commencé. Dès le 1er novembre 1954, une vaste opération militaire française est déclenchée, avec des bombardements intenses de l'aviation, détruisant des villages entiers. 4 أيام 5 6 أيام في ثورة نوفمبر عاد يجونا الطيارات يضربوا في القرى والمدن وخاصة القرى النائية لبرا ما يخلوا لا كبيرة ولا صغيرة يظلوا يضربوا. Alors les gens laissaient leurs biens, laissaient leurs terres, laissaient leurs gourbi, laissaient leurs mechta et ils partaient hein, avec des tracts qui tombent du ciel, n'est-ce pas hein, vous quittez immédiatement, sinon vous êtes exécutés. Et on bombarde, on commence à bombarder avant même qu'ils sortent de cette zone.
Ça, c'était l'apocalypse. Les exactions et la répression sur la population s'intensifient avec les bombardements et la multiplication des déclarations des hommes politiques. Il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente par les moyens des armes contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense. Quelques jours plus tard, il affirme: l'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Brûler les villages, chasser les habitants de leurs maisons, de leurs terres, une politique similaire à celle appliquée autrefois en Indochine. Ces jeunes officiers qui ont vécu dans un autre contexte de guerre révolutionnaire, qui reviennent d'Indochine, comme on disait, et du Vietnam. Et là, ils arrivent, ils ont des comptes à régler, et ils ont la théorie là, qui va faire Flores, à savoir que ça finit par rentrer dans les têtes, nous avons affaire à une guerre de type révolutionnaire. Ce révolutionnaire, ce rebelle, il est comme un poisson dans l'eau, il n'y a qu'une solution, il faut vider l'eau pour attraper le poisson. Ça, c'est la philosophie de base de ce qu'on appelle les zones interdites. Et là, bien entendu, il faut se méfier de tout le monde, il faut absolument couper la population des rebelles, et c'est ainsi qu'on va vers une politique d'assèchement. Et là, ils voulaient assécher tout un peuple pour isoler, soi-disant, les combattants. On lit dans une note de la délégation de sécurité du département de Constantine, datée de Batna le 19 novembre 1954. Les opérations militaires vont s'intensifier dans les Aurès. Elles prendront une importance particulière dans les douars passés en totalité à l'insurrection. Afin de priver les rebelles de leurs sources de ravitaillement, ces douars doivent être évacués en totalité et leur population repliée dans les zones occupées par les autorités administratives et par les troupes, dites zones de sécurité. Les opérations devront être terminées le 21 novembre à 18 h. Passé cette date, toute personne demeurée dans les douars évacués sera considérée comme rebelle. Et oui, les témoignages et puis même les archives corroborent que cette machine coloniale s'appuyait que sur la violence et la répression. Docteur Saïd Ayachi, on vient d'écouter les témoignages de M. Mohamed Shahati et Mohamed Jarmoun Reda Malek, et puis l'historien et chercheur en histoire Michel Cornatan, qui avait écrit d'ailleurs sur les camps de regroupement de la guerre d'Algérie. Vous avez vécu ça dans votre chair et avec votre famille à l'âge de 14 ans ou 15 ans. Vous êtes interné dans un camp du côté de Filfla, dans la wilaya de Skikda. Et on parlait tout à l'heure, avant de faire cette émission, des conséquences gravissimes sur l'être humain. Ces camps qui ont été des camps de violence et de privation et d'oppression. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ces propos-là, docteur Saïd Ayachi? Ça me ramène tout simplement à l'époque de la Révolution, à l'époque glorieuse de la Révolution. Et quelque chose, comme vous venez de le dire, que j'ai vécu, moi et les miens, à large échelle d'ailleurs. Et donc, avant de parler peut-être des conséquences, laissez-moi dire un mot sur les causes de ces camps de regroupement. Ces camps de regroupement ont été décidés à la suite d'une conclusion qui a été tirée par la France coloniale, en ce sens que tant qu'il y a cette population rurale, ça ne veut pas dire que la population des villes n'a pas participé, mais sous une autre forme. Mais tant qu'il y a cette population rurale, et je rappelle que matriciellement, la révolution était d'abord dans les montagnes, et tant qu'il y a cette population rurale, les unités combattantes de l'ALN trouvaient assistance
et aide de cette population rurale avec un engagement déterminé qu'aucune force au monde ne pouvait, j'allais dire, décourager. Et c'est ainsi que, donc, si je parle de Felfla, mais combien de Felfla en Algérie? Des milliers. Et par conséquent, les autorités françaises coloniales de l'époque avaient tiré la conclusion qu'il fallait, selon le bon mot de Mao Tse-tung, il fallait retirer l'eau pour que le poisson meure. C'est là où on parle d'assèchement. De l'assèchement. Et donc il fallait à les unités de combattants de la Haleine, déjà depuis 1955, mais encore plus au fur et à mesure, avaient fait beaucoup de mal aux troupes françaises qui n'arrivaient pas. Les unités de combattants de la Haleine avaient réussi à délimiter des zones qui étaient interdites à l'armée française. Oui. Et évidemment, cela ne pouvait se concevoir pour le haut commandement de l'armée coloniale française. Et donc, l'idée était de retirer les indigènes, comme on nous appelait à l'époque, pour pouvoir laisser sans assistance et sans secours les unités de Moudjahidine dans les montagnes. Oui. Et si je me rappelle de ce qui nous est arrivé, on est venu un matin au lever, donc 6h, 7h, on trouvait une cohorte de camions militaires qui étaient en bas sur la route du Douar, et on nous donnait 2 heures pour embarquer dans les camions avec tout ce qu'on pouvait apporter. Et c'est ainsi que donc tout le village, je parle là à peu près d'1 millier de personnes, tout le Douar a été embarqué dans des camions pour être amené vers le village de l'Alia, qui se trouvait à peu près à une dizaine de kilomètres de là, et où étaient installés, je pense que Hassan va en parler tout à l'heure, les sections administratives spécialisées qui faisaient partie de ce nouveau dispositif de l'armée française pour encadrer les régions rurales de l'Algérie. Et bien sûr, dans ces camps-là où on emmenait, il n'y avait rien du tout. C'est grâce à j'allais dire, à la solidarité des uns et des autres, on mettait à notre disposition quelques éléments des matériaux de construction, qui étaient en fait du bois. C'était le bois, tout le truc. Il fallait monter sa cabane, si tant est que le mot pouvait convenir, en un temps record. Et là a intervenu les valeurs ancestrales qui sont les nôtres, c'est-à-dire la solidarité, le partage, la générosité. Et ainsi, on a pu former un camp en l'espace de 2 jours pour le truc, qui était ceinturé, bien entendu, de barbelés, puisqu'on faisait confiance. On avait même 2 miradors qui surveillaient le camp, puisque on était suspect à plusieurs titres. Et donc, il fallait vivre dans cette promiscuité, dans ces conditions tout à fait... Insalubrité aussi. Insalubrité, bien entendu, parce que là nous ne rentrons pas dans les détails. Mais il y avait une précarité qui s'ajoutait déjà à une autre précarité qu'on avait au niveau du Douar, puisque de toute façon on était privé de beaucoup de choses et on est devenu carrément une population tout à fait vulnérable. Mais évidemment, on s'occupait que, j'allais dire, pour la forme de nous. La SAS distribuait de la semoule au prorata du nombre de familles qui étaient recensées, puisque tout le monde était recensé. Il y avait une fiche pour chaque famille, avec le nombre de trucs, etc. Et donc, on distribuait de la semoule uniquement. Il fallait se débrouiller avec ça. Donc au prorata du nombre de la famille, et qu'il fallait subvenir. Il y avait une fontaine qui était, j'allais dire un robinet, qui était à la disposition de tout le camp, qui était installé. Et puis il fallait faire face à une nouvelle vie, j'allais dire, à de nouvelles conditions. Survivre à tout ça, parce que comme vous dites, le temps que la famille puisse construire un abri, entre-temps, bien sûr, les familles vivaient à la Belle Étoile. À la Belle Étoile. Et quand on dit la Belle Étoile, c'était pas du tout la Belle Étoile, parce qu'il faisait mauvais, il faisait mauvais temps, il faisait très très froid. Et les personnes, on a vu des photos qui ont fuité après, parce que il y a des photos qui ont été diffusées par le Comité international de la Croix-Rouge. Là, on voyait des personnes complètement dévêtues. Il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas de moyens de vie et de survie à l'époque. Hassan Arabe, Fabien Sacriste,
déclare dans le documentaire de Saïd Elmi. Il faut savoir que Fabien Sacriste avait écrit sur les camps de regroupement. Il a fait une thèse et il a fait des recherches sur ces camps de regroupement. Il dit les camps relèvent ainsi d'un processus autoritaire d'inclusion symbolique, c'est-à-dire d'inclusion symbolique, et ce même si ces modalités conduisent de facto à la production d'une exclusion physique. Là, on est complètement dans quelque chose qui conduit à la mort des personnes, quelque chose qui conduit à la disparition des personnes. À la désocialisation donc, des Algériens, donc, comme l'a expliqué mon ami Saïd Ayachi. Donc, c'est des camps de regroupement d'êtres humains qui ont changé, attention, qui ont changé tout au long de la guerre de dénomination, parce qu'il y a une terminologie. Au début, on parle de resserrement, entre guillemets, c'est le terme consacré, après, de village nouveau. Là, c'est un petit peu... c'est avec l'installation des SAS, des sections administratives spécialisées. C'est l'effet psychologique. C'est un village nouveau. Donc, et après, on parle de centre de regroupement. Donc, il y a une première phase. C'est la phase, le déclenchement de la guerre de libération nationale. Donc, l'apparition de ces centres de regroupement a été observée notamment dans les Aurès. Notamment, à Khenchela, il y avait le tout premier centre de regroupement, c'est celui d'El Djorf, où toute la famille, par exemple, de Abbas Larour a été déportée. Quand on parle d'un centre, c'est pas un centre, donc c'est un terrain vague, entouré de barbelés, donc il passait la nuit, on est en novembre, dans les Aurès, donc il faisait très très froid. Et puis les gens, on les a abandonnés sur ce terrain vague, à leur sort, pendant des années. Notamment, il y avait des enfants, des femmes, et des vieux. Et puis, avec la visite qu'on vient de voir de François Mitterrand en Algérie, après le déclenchement, donc les premiers jours du mois de novembre. Ah oui, donc il disait l'Algérie c'est la France. Mais écoutez, dans les Aurès, on lui a répondu parce qu'on lui a dit non, l'Algérie c'est pas la France, elle ne sera jamais la France, parce que on a largué des milliers de tracts pour justement pousser les Algériens à quitter leur devoir et rejoindre des centres administratifs. Donc là, on a fait appel aux populations. Mais aucun Algérien n'a répondu à ces appels. C'est pourquoi on a commencé donc avec violence à faire des regroupements. Donc c'est comme ça qu'on va voir la naissance d'un des sinistres centres de regroupement, c'est celui de Kimel, où des femmes ont été violées pendant des mois, donc à plusieurs reprises, et les enfants ont été abandonnés à leur sort, donc faisant face à la famine, mais aussi à la dysenterie. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est avec le vote des pouvoirs spéciaux, et là, c'est les militaires. Donc, ce qu'on appelle les militaires parlent d'impératifs militaires, impératifs qui sont exprimés dans la fameuse note de service numéro 2892 5 SP 87 696. Donc, voilà ce que dit cette note. La décision de soustraire physiquement les populations rurales à l'emprise du Front de Libération Nationale en les déplaçant de leur habitat traditionnel a été prise dans une optique de stricte économie de force. Ensuite, il explique que ces centres doivent être aménagés pas loin ou à côté des sections administratives spécialisées ou bien les sections administratives urbaines. Donc, parce que, attention, il n'y a pas que dans les campagnes où il y a eu des centres de regroupement. Même à Alger, pas loin d'ici. Donc, la cité Mahidine, il y avait une cité, il y avait un grand bidonville, mais qui était à côté, implanté d'une section administrative urbaine. C'est un quartier qui vivait dans la précarité la plus totale. Ils n'avaient pas d'électricité. C'est à quelques centres du boulevard, l'actuel boulevard Blouizdad. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas d'électricité, etc. Et ils vivaient sous contrôle permanent. Donc la spécificité de ces centres, c'est placer les Algériens sous
surveillance. Après, il va y avoir la troisième phase, la plus dure vraiment, c'est les opérations Charles, donc à partir de 59, mais qui a commencé en 58, c'est-à-dire avec l'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir. C'est la phase la plus terrible donc, dans l'histoire de ces centres de regroupement. Merci Hassan. Et là, peut-être, il y a une question qui vient se poser pratiquement logiquement, j'allais dire, docteur Saïd Laïechi. Vous qui avez fait du droit humanitaire, la France avait signé les 4 conventions de Genève le 12 août 1949. Et quand on regarde les 4 premières conventions, on a une convention qui est destinée aux prisonniers de guerre, on est d'accord. On a une autre convention sur la protection des civils. Et on a une autre convention qui parle de l'interdiction du pillage et du vol. Or que la France, là, docteur Saïd Laïechi, avait bravé toutes les règles. Ça fait deux ou trois petits points. Le premier, c'est que pour identifier cette population qui était regroupés dans ces camps de regroupement, Hassan l'a dit tout à l'heure, il n'y avait que des femmes, des enfants et des vieux. Parce qu'à partir de 15 ans, où les mâles étaient arrêtés et à ce moment-là amenés dans des camps d'internement, ou alors ils avaient pris le maquis donc pour renforcer les unités combattantes de la LN. Donc la population était pratiquement en très grande majorité de femmes ou d'enfants. Et puis quelques vieux quand ils arrivaient à survivre. Pour parler du droit international humanitaire et des conventions de Genève, dont la France est partie, bien sûr, signataire depuis longtemps, il est très possible aujourd'hui de documenter même a posteriori, avec l'imprescriptibilité de ces crimes coloniaux, mais par centaines de ce genre de crimes dans la France. Et pour cause, parce que tout simplement, c'était l'armée qui gérait l'Algérie. D'abord, par des pouvoirs spéciaux qui étaient dévolus à Sanan en 57 de façon tout à fait officielle, mais dans les campagnes ou dans les petites villes, c'était de facto, c'était dès le début. La section administrative spécialisée dont on parlait, c'est un officier au minimum du grade de lieutenant, mais un officier de truc, de l'action psychologique de l'armée française, et qui avait droit de vie et de mort sur toute la population, sur toute la population qui existait. Et donc, à sa guise, il organisait, il avait bien sûr les troupes de l'armée française à sa disposition pour agir, et donc il avait la gestion, entre guillemets, de cette population qu'il fallait absolument qu'elle ne puisse pas apporter assistance aux moudjahidines. C'était ça le but, et donc c'est ainsi que... Sauf qu'avec le temps, Hassan a utilisé un terme très précis, la socialisation des camps de regroupement qui ont évolué en défaveur du colonisateur. Les gens se sont organisés, les réseaux d'assistance à la LN étaient encore présents. Hassan aussi a dit quelque chose de juste. On était juste mitoyen de la section administrative spécialisée de la SAS, donc avec cet officier qui avait un droit divin sur nous. Il avait à sa disposition non seulement les troupes de l'armée française, mais aussi des supplétifs algériens de l'armée française, les goumiers. Les Hakis étaient beaucoup plus combattantes dans les Djebel, mais les goumiers étaient faits pour surveiller ces camps de regroupement. Et tenez-vous bien, dans ces camps de regroupement, qui a joué un rôle majeur, déterminant d'organisation, c'est la femme algérienne. C'est la femme qui a fait avec ses réseaux, qui sont arrivés à assurer encore une assistance sous une forme ou sous une autre aux unités combattantes, mais surtout l'information. Ils sont arrivés à retourner des goumiers en faisant appel à l'assentiment. Ils n'ont pas retourné tous les goumiers, mais une bonne partie des goumiers, je me rappelle très bien. Et ces goumiers avaient finalement, vers l'année 60 et 61, été une source d'information sur les mouvements des troupes de l'armée française, et aussi ils fournissaient des munitions de petit calibre qui pouvaient amener. Donc vous voyez que même les camps de regroupement que la France voulait d'une certaine façon soustraire à l'influence de l'armée de libération nationale étaient retournés contre l'armée française elle-même. Donc la volonté du peuple algérien était
plus forte que tout. Engagement total. Malgré ces mesures encore et ces pratiques sauvages, barbares, il ne faut pas hésiter à utiliser ces mots parce que on est dans ça. La semaine dernière, Hassan et vous, docteur Saïd Ayachi, on avait commémoré cette journée nationale de la mémoire. On s'est remémoré les massacres et le génocide du mai 1945 où plus de 45 000 Algériens ont été assassinés par l'armée française et ses milices ou sa milice, avec bien sûr, j'allais dire, la complicité de la France officielle, politique. Mais on a l'impression que les scénarios ou les scénarios se répètent. C'est-à-dire que quand on est dans les années 50, comment expliquez-vous, messieurs, que le monde ne savait pas ce qui se passait en Algérie. Quand on déplace, tout à l'heure Michel Corlaton, le chercheur en histoire, disait que c'était inédit dans l'histoire du monde que 40% de la population algérienne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده soit déplacée et internée et que le monde n'en parle pas. Comment expliquez-vous ça, Hassan? Comment expliquez-vous cette omerta? C'est la nature même du colonialisme français. C'est un colonialisme de peuplement et tous les colonialismes de peuplement ont cette particularité de brutalité. On le voit au Sahara occidental aujourd'hui, on le voit en Palestine et puis je pense que les sionistes, aujourd'hui, ils adoptent exactement le même schéma que le schéma des colonialistes français qui a été adopté pendant un siècle et 32 années. Donc, ils ont créé une situation d'apartheid
de fait, parce que le peuple algérien a été déshumanisé, a été considéré comme étant des non-humains. Et c'est leur manière de légitimer toutes les actions qui vont dans sa destruction. Oui. Alors Hassan, on a pris pour base de travail le documentaire de Saïd Al-Almi sur les traces des camps de regroupement. C'est un travail élaboré qui nous renseigne sur cet univers concentrationnaire qui est complètement inhumain, comme vous venez de le dire. Et j'invite bien sûr nos chers téléspectateurs à suivre cet extrait pour comprendre encore mieux le contexte et comment justement la France a déployé bien sûr sa batterie juridique pour permettre aussi ces déplacements et ces internements et ces camps de regroupement. On regarde et on revient juste après. Après avoir procédé au regroupement de ces populations, le général Parlange a adressé à Jacques Soustelle, le 22 juillet 1955, une note dans laquelle il écrit « La conquête matérielle doit s'accompagner de la conquête des âmes. » Le général Parlange voulait se rapprocher de la population pour mieux la contrôler, mieux la surveiller et gagner sa confiance. Contrôler, organiser, guider. 3 mots qui résument la politique des regroupements. Effectivement, dans l'action des militaires et des chefs de SAS, il y a cette idée que les populations doivent obéir et en tout cas se détourner déjà du FLN. Donc il y a une idée de discipline politique, effectivement, dans leur action. Et c'est également sur la proposition du général Parlange que Soustelle a créé les sections administratives spécialisées, les SAS, le 26 septembre 1955. Ces SAS ont pour mission d'établir un contact avec la population rurale, pour se rapprocher d'elle et obtenir des renseignements. Ces SAS ne peuvent se comprendre pleinement que dans une perspective, aux yeux de beaucoup de responsables, de conquête, de reconquête, et au point d'atteindre des sommets d'imbécilité via l'action psychologique. Les torts qui ont été occasionnés à l'Algérie sont incommensurables. Depuis 1830, la politique coloniale française s'est toujours appuyée sur la répression. Une répression légitimée par les différentes lois, notamment celle du 17 mars 1956, la loi dite des pouvoirs spéciaux, qui a autorisé le ministre résident Robert Lacoste à instituer des zones interdites où le séjour des personnes est réglementé ou interdit. Les zones qui sont évacuées par les populations sont classées en zones interdites, à partir notamment de 1956. Et plus tard, les autres militaires en Algérie qui opéreront des regroupements vont également créer un grand nombre de zones interdites. Je pourrais vous montrer des cartes, c'est notamment le cas sur l'Aurès, où l'ensemble de l'Aurès est placé dans une zone interdite. C'est le cas aussi sur la frontière tunisienne, où toute la frontière est placée en zone interdite, toutes les populations sont évacuées. Cette loi accorde aux militaires l'exercice des pouvoirs de police impartis à l'autorité civile, en créant les zones interdites, qui sont en fait des zones de sécurité pour l'armée française, qui les évacue de leur population vers les camps de regroupement. Michel Cornaton, qui a écrit un ouvrage sur les camps de regroupement, sort de ses archives cette carte unique qui situe les camps de regroupement à travers le territoire algérien. Chacun de ces points noirs est un camp de regroupement. Plus de 2300 camps ont été créés à travers le pays. Environ 3 millions d'Algériens ont été regroupés. Ça fait 40% de la population algérienne qui se trouve regroupée, resserrée, recasée. Et ce sont les propos de Michel Cornaton, justement avec cette carte qui est impressionnante, messieurs. On voit que tout le territoire algérien était bien sûr transformé en camp de regroupement. Et vous me dites, docteur Saïd Al-Ayachi, qu'il faut mettre le doigt sur cet aspect criminel, il faut le dire. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la terminologie choisie par le colonisateur. Quand on avait massacré les Algériens en 1945, et bien avant, comme vous le dites, docteur Saïd Al-Ayachi, depuis l'invasion de la France en Algérie en 1830, ça n'a été que violence et extermination des Algériens. Et ça a continué, sauf que la terminologie
changé par rapport aux Français qui voulaient minimiser ce qui se passait en Algérie. On parlait de pacification. Maintenant, on est arrivé à des camps. Maître Vergès n'hésitait pas à les comparer de camps de concentration, Hassan Arabe. C'est-à-dire que ce sont des camps où on ramenait des gens pour les contraindre à mourir dans ces camps de froid, de maladie et de misère. Il y a un aspect criminel qui est clair, qui est là, qui est affiché. C'est une intention de la France d'éliminer le peuple algérien. C'est une ADN. C'est une ADN de la France coloniale. Depuis le premier jour, ils ont mis le pied à ces défrages et qu'ils ont commis les pires barbaries avec Zaïcha, les Bielsedéchir, le 8 mai 45. Ça participe de la même logique criminelle, c'est-à-dire exterminer pour dominer et pour peupler. Et surtout, considérant que ce qu'ils avaient en face, de leur point de vue, bien entendu, que ce sont des sous-hommes, qu'on n'avait pas à les respecter. On pouvait le truc. On a les témoignages d'étrangers, le consul britannique de l'époque qui a rapporté comment la population algérienne a diminué d'1 million en l'espace de 25 ans. Et cela, on l'a vu par la suite, comment à travers toute l'entreprise d'occupation menée par les pires généraux de l'armée française coloniale, et avec leurs méfaits que l'histoire a enregistrés, et qui ont continué justement le 8 mai 45, mais bien après, dans beaucoup de choses. Et quand l'honorable Jean-Michel Apathy parle de d'Ouradour-sur-Glane, mais il y a eu des milliers d'Ouradour-sur-Glane en Algérie. Mais ça a provoqué un tollé en France. Parce que tout simplement, il y a ce qui avait évolué. C'est que quand la colonisation a commencé, les généraux, Bugeaud, Pélissier et les Cavignac autres avaient carte blanche et pouvaient même s'enorgueillir de faire ce qu'ils ont fait. Par la suite, il fallait préserver l'image de la France et de l'armée française et qu'il fallait faire ça en catimini d'une certaine façon. Sauf quand la haleine leur faisait beaucoup mal, ils étaient obligés de réagir avec violence. Et donc, ils ont fait. Vous savez que dans mon douar, lorsqu'on nous a regroupés et qu'on nous a, j'allais dire, parqués comme des bêtes, etc., tout le truc. Même les bêtes qu'on avait, ils étaient marqués au fer rouge. Et vous êtes responsable de cette âne que vous avez, qui est le numéro 30. Et si l'âne numéro 30 se trouvait en zone interdite, la famille Ayachi était punie. Parce que leur âne était dans la zone. Donc ils sont allés très très loin dans leur entreprise criminelle contre la population. Je ne parle pas évidemment des conditions sanitaires, du manque de soins, du manque de scolarité, puisqu'on a été déracinés au sens propre du terme. Et c'est grâce tout simplement d'un côté à la solidarité qui était entre les citoyens et leur engagement vis-à-vis de la révolution de l'autre, que nous avons pu nous en sortir de cet enfer. Je me posais peut-être une question, je me disais de quel côté Hassan était vraiment la civilisation, parce que d'une part on a une France qui n'évoluait pas du tout sur cette question du droit humanitaire, parce que comme disait Dr Ayachi, ça a commencé avec les enfumades, les emmurements, et ça a continué avec les razzias, avec le massacre du 8 mai 45. On est dans la barbarie, cette France a été dans la barbarie, le peuple algérien est arrivé à élaborer la proclamation du 1er novembre 1954 qui était un manifeste universel pour la liberté et la dignité des hommes. C'est ça la différence, c'est que nous on était dans un rapport de liberté, d'indépendance et de soulagement des souffrances, et la France avait continué à faire ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire massacrer, détruire et exterminer. On nous parle de patrie des droits de l'homme. Oui, c'est ça le paradoxe. La vie française, donc c'est un magazine français à l'époque, on est donc vers la fin des années 50, en 1959, ils ont fait un numéro spécial consacré au camp de concentration. Je vais vous lire pour mesurer la brutalité un petit peu. Donc voilà, je le cite. Tous les matins, un enfant meurt dans chacun des centres organisés. Il y a combien de... chaque matin, il y a un enfant qui meurt. Donc ça, c'est les Français qui le disent. Il y a des milliers d'enfants qui meurent chaque matin. Qui meurent chaque matin. Et il termine ainsi cette remarque. Le colonialisme français, en fixant derrière des barbelés 1 million d'Algériens, indique
la direction de son entreprise regroupait l'Algérie. Pour vous dire un petit peu, c'est une entreprise, donc regrouper l'Algérie, il faut le comprendre dans le resserrement, c'est-à-dire vraiment mettre les Algériens entre les taux et les massacrer. C'est un massacre indirect. Maître Jacques Vergès qualifie ça de crime contre l'humanité. On va regarder la déclaration de l'avocat du FLN, Maître Vergès, et on revient juste après, on écoute. On prend des civils qui sont innocents, on les enferme dans des camps où on leur donne des conditions de vie qui ne sont pas des conditions de vie, qui les font mourir. Et on les choisit, hommes, vieillards, femmes, enfants. Les hommes sont dans le maquis. C'est un crime contre l'humanité. Les photos de Marc Garanger sont des documents irréfutables qui dévoilent la véritable politique coloniale du regroupement. Des photos qui montrent une population humiliée, parqués comme des bestiaux, après une marche forcée qui n'épargnait personne, femmes, enfants, vieillards, contraints à quitter leurs terres et leurs biens, pour être livrés à leur triste sort sur des terres désertes, placés dans la totale dépendance de l'armée. Donc il y avait un poste militaire et autour il y avait les maisons des civils, qui étaient des maisons en terre, et entre parenthèses, toute cette opération ne coûtait rien à la France. C'est les fellahs qui reconstruisaient leurs propres maisons en terre. J'ai photographié tout ça. التصميم تاع هذه القرى كان تصميم عسكري بحيث الجندي لما يكون في النظاره تاع الفوق ممكن يشوف كل البيوت. Rien n'est prévu pour les accueillir. À leur arrivée, ils passent des nuits dehors soumis aux aléas du climat jusqu'à ce qu'ils aient bâti leur gourbis. C'est avec de la terre, des roseaux et de l'eau qu'ils les construisent à 1,70 m du sol. Ils ont droit à 12 mètres carrés au total par famille. Implantés de manière géométrique, entourés de barbelés et contrôlés par des miradors. Comme l'illustre cette photo prise à Mezdour, près de Bouira, par Marc Garanger en 1960. Mezdour, Ain Terzine, deux endroits parmi tant d'autres où furent installés des regroupements. Notre arrivée dans ces villages a ravivé le passé, le souvenir des camps, des images gravées en eux, empreints de souffrance, de brimade, des souvenirs transmis de génération en génération. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on observe et on regarde ces images complètement fatiguées de cette colonisation, des personnes âgées qui ont souffert et qui continuent à passer le message et qui transmettent à leurs enfants l'histoire du sacrifice, bien sûr, qui a été consenti par le peuple algérien. Mezdoul, on vient de voir cet échantillon parmi tant d'autres, hein, mais avec vous, Hassan, on va parler de Mselmoun, là où vous êtes déplacé pour les besoins de l'émission et de vos émissions, dans la région de Cherchel, Bouhlel, toute cette région-là. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui vous a marqué, Hassan, quand on parle du conte de Mselmoun, vous êtes déplacé là-bas? C'est sur la plage, hein. C'était une plage. Aujourd'hui, c'est un village, c'est même une petite commune, hein, la commune de Mselmoun. C'est une plage. C'est la plage, pour l'histoire, c'est la plage où les Américains ont débarqué en 1942, la fameuse opération Torche. Donc, en mars 1958, il y avait une grande opération de ratissage de l'armée française dans le Dahra, donc dans les monts du Dahra. Et puis, les unités de l'ALN de la Wilaya 4 ont riposté et ils ont fait plusieurs victimes. Donc, l'armée française va réagir avec une brutalité. Ils vont détruire tous les douars. Donc, c'est des masures, hein, c'est pas des maisons, les douars. Notamment, on a le douar Bouhlel, Hayouna, et puis Souahlia également. Donc, il y a au moins 3 villages. Donc, la plupart de ces... On n'a pas donné le temps aux femmes et aux enfants, donc de ramener au moins de la nourriture ou bien leurs effets quotidiens. Donc on les a sommés de quitter le village, notamment le Douar Bouhlel, et de rejoindre les camions militaires qui vont donc les ramener et les regrouper sur une plage déserte
la plage de Mselmoun. Donc, dès qu'ils arrivent, on entoure avec des barbelés et on les a laissés pendant 3 mois. Ils passaient la nuit à la Belle Étoile. Ils avaient comme seul... moi, j'ai rencontré une vieille, une femme d'un moudjahid, Madame Harij, qui racontait, elle avait 5 enfants, dont un malade. Il fallait donc monter sur la benne d'un camion. Et quand ils arrivent donc à Mselmoun, on leur donnait un bout de pain et une tomate. On est au mois d'août 1958. Donc il fallait survivre avec ces... Ce n'est qu'après, donc 6 mois plus tard, en mars, je pense un peu plus, 9 mois plus tard, donc en mars 1959, il va y avoir un autre douar qui sera donc détruit, dont les habitants ont été également ramenés à Mselmoun, c'est le douar Souhliya, et là, eux, les habitants du douar Souhliya, ils avaient la chance de ramener leurs chèvres, donc ils pouvaient au moins donc, donner du lait aux enfants. Ouais, surtout parce que c'était la priorité. Et la particularité donc de ce camp, on a placé donc des miradors plus donc une SAS, une section qui était gardée par des goumiers. On surveille donc les va-et-vient à l'intérieur du camp quotidiennement, 24 heures sur 24. Oui. Et puis, on en a fait des Algériens. Il y avait Mirador, il y avait les Miradors, les projecteurs. Personne ne voit dans les films. C'est un pénitentiaire. C'est un système pénitentiaire, mais la force de ces femmes-là, parce qu'il faut rendre hommage à ces femmes. La souligne. Ah oui, ils ont quand même réussi à déjouer toute cette vigilance, toute cette ambiance. Ils ont retourné les goumiers. Ah oui. Ils ont fait travailler les goumiers, ils ont retourné. Elles faisaient sortir des bouts de pain pour justement les moudjahid de l'ALN qui venaient par qui empruntaient l'information et les munitions surtout. Ah oui, c'était ça. Les moudjahidines étaient au courant des déplacements de l'armée française et ils avaient tout ce qu'ils pouvaient donner comme cartouches, comme trucs, etc. étaient transportés par des femmes hors des camps. Oui. Alors, ce qui est encore une fois incroyable dans cette France qui se targue du droit humanitaire et des valeurs comme liberté, fraternité, égalité. Des fadaises. Oui. Des balivernes. Exactement, docteur Saïd, parce que parfois, il y a des personnes en France, il y a des Français qui veulent tout simplement dire que c'est quand ou dénoncer quelque chose qui ne va pas dans cette République. Alors ces personnes-là, elles sont réprimandées, écartées et même dérangées. Et puis en 2024, on l'a vu, 2025, on l'a vu avec cette séquence de Jean-Michel Apathy, toutes les voix qui peuvent à un moment donné parler des crimes coloniaux, dire que ce qui s'est passé en Algérie ou ce que la France a commis en Algérie était un crime contre l'humanité. On a le rapport de Michel Rocard qui parle de ces enfants qui meurent au quotidien, de ces conditions de détention, il faut le dire, et d'internement et d'enfermement et de resserrement inhumain. Il fait son rapport. Quelques jours plus tard, c'est licenciement. Ils vont l'écarter du ministère des Finances. Et c'est une méthode qu'on remarque qui est complètement systémique, j'allais dire, dans cette France coloniale. Parce que c'est l'esprit colonialiste français qui a existé, qui a traversé même le monde intellectuel français, n'a pas pu d'abord s'imposer de par, j'allais dire, la valeur de ce qu'il défendait comme dénonciation de ces choses-là. Mais quelques voix ont émergé, comme celle de Michel Rocard, celle de Germain Tillon, aujourd'hui Jean-Michel Apathy, Ségolène Royal. Ils sont l'honneur de la France, mais ils sont une infime minorité. Tout de suite, le système colonial français avant du temps de notre guerre d'indépendance. Aujourd'hui, le lobby sioniste et de l'extrême droite, algérophobe, tout de suite, il prend le dessus pour étouffer ces voix françaises. Et ce qui fait qu'elles sont minoritaires, mais c'est toujours bon de savoir qu'il y a certains de cette communauté du peuple français qui arrivent à défendre ces valeurs. Mais je dirais que l'histoire va enregistrer 2 choses. La première, c'est l'échec de ce dispositif militaire français avec les camps de regroupement. Échec total, puisque de toute façon, ça n'a pas empêché le peuple algérien de continuer de façon héroïque
à soutenir l'armée de libération nationale. Et je le répète encore une fois, le rôle fondamental dans ces camps de regroupement de la femme algérienne qui a institué des réseaux de l'OCFLN, l'organisation civile du Front de Libération Nationale, et qui a soutenu la révolution jusqu'à l'indépendance. On va écouter Michel Rocard, bien sûr, parce que nous, on a de l'archive et c'est bien aussi de se transmettre cette histoire et dire que nous avons des éléments qui corroborent ce que nous disons à l'ombre de tous ces révisionnistes et de ces contradicteurs peut-être qui ne sont même pas dans la capacité de produire des éléments comme ça tangibles et factuels, parce qu'il faut dire, hein, parce que quand on écoute et quand on regarde la télévision française, notamment ces chaînes commandées par l'extrême droite, il y a des pseudo-commentateurs, des pseudo-journalistes qui font dans la contre-vérité, Dr Saïd Laïchi. Donc il est bien de leur rappeler, avec bien sûr des déclarations, des archives voilà, authentifiées, ce que la France avait commis en Algérie. Et c'est Michel Rocard, ex-ministre en France, qui en parle. Une situation dramatique vécue par la population dans ces camps, particulièrement les enfants, qui souffraient faute de nourriture et de soins. Ces regards comme autant de cris de détresse que l'opinion publique ignorait. Une détresse vécue dans l'indifférence de l'armée française et le silence complice des politiques. Il a fallu attendre 1959 pour que la cruelle réalité des camps soit révélée par certains journaux, suite à une enquête effectuée pendant 3 mois, fin 1958, dans différents camps de regroupement par Michel Rocard, jeune stagiaire à l'époque, à qui nous rendons visite aujourd'hui et qui nous plonge dans son rapport, fait d'une manière clandestine. Il nous confie ce qu'il garde en mémoire. L'image des horreurs que peut faire une armée quand elle reçoit une mission idiote. J'ai décrit des nombres d'horreurs. Je ne vais pas... c'est pas mon genre de vous faire un truc dans l'émotion. Bon. Mais tout ça est très horrible. Et je donnais des preuves, des indications. Il y avait des noms de lieux. Et toutes les autorités officielles du pouvoir civil et du pouvoir militaire ont pu se rendre sur place et découvrir qu'en effet, je n'avais pas raconté d'histoire. Voici quelques extraits du rapport de Michel Rocard, qui révèle que dans un village où 900 enfants ont été recensés, il en meurt près d'1 par jour. Lorsqu'un regroupement atteint 1000 personnes, il meurt 1 enfant tous les 2 jours. Un rapport médical précise que l'état physiologique de la population est tel que les médicaments n'agissent plus. Les gens crevaient de faim et ne savaient plus où aller. Je me sentais redevable de vie là-bas, mais aussi parce qu'une fois ce texte fait, il fallait qu'il serve. Je rentre à Paris 3 semaines après et je m'aperçois que rien n'a changé, rien n'a bougé et que probablement les rapports que Paul Delouvrier avait lui-même auprès de lui n'ont pas pu passer à Paris. Michel Rocard a remis ce rapport à Edmond Michelet, alors ministre de la Justice, qui a provoqué une fuite de ce rapport à la presse. Des titres frappants qui parlent des Algériens derrière les barbelés, des hommes qui ont faim, des enfants qui ont faim et de la mort de milliers d'enfants et des conditions de vie dans ces camps de regroupement. Le lendemain, je retrouve dans Le Monde une copie encore plus complète du même rapport. Il manquait de place, il manquait quelques paragraphes. L'essentiel y est publié. C'est le cabinet de M. Michelet qui a fait la fuite, qui a décidé de le donner à la presse pour provoquer une colère d'opinion pour que De Gaulle ait une base d'appui. Puisqu'ils étaient en train de comprendre qu'à jouer seul dans l'administration, tout serait étouffé. Et donc c'est le cabinet du ministre Edmond Michelet qui décide de faire la fuite, en me laissant un peu à découvert, moi. Alors moi j'appelle le service de l'inspection des finances, mon nom n'apparaît pas. La publication du rapport est anonyme, mais il est écrit, c'est probablement 6 inspecteurs des finances, un groupe de 6. Bon. Parce qu'on était là-bas et qu'il y avait eu des chuchotements. Alors j'appelle le chef du service d'inspection des finances et je lui dis c'est bien moi qui ai fait le rapport, mon nom n'est pas sorti, on n'est pas 6, je suis tout seul et je suis prêt à aller vous expliquer. Ben oui, il fallait bien. Non mais j'allais passer un sale quart d'heure. Et de fait, le Premier ministre a demandé ma révocation. Ma révocation. Le Premier ministre s'appelait Michel Debré, qui était très Algérie française lui. Au moment où il est sorti, c'était vraiment le meilleur. Il fallait à la fois du courage et de la clairvoyance. On n'a quasiment aucun autre rapport qui va filtrer sur le regroupement. Le rapport de Michel Rocard
ça reste la seule source dont on dispose jusqu'à la fin de la guerre, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que ce rapport. Et bien sûr, la dernière intervention, c'était pour dire qu'il y avait une chape de plomb, que les archives ont été complètement masquées, et on ne veut pas parler. Qui donnait les sources d'information. Oui. Exactement. Hassan Arab, on veut aussi parler de ces camps d'internement. Parce que vous me dites qu'il y a une différence entre ces différents centres ou de camps de regroupement, enfermement, il faut le dire, concentration, quand il s'agit bien sûr de ces camps de regroupement qui deviennent des camps de concentration, là où on tue des personnes, et on va le voir, parce que ce soir Canal Algérie programme le film juste après l'émission. Nous n'étions pas des héros de Nasreddin Gnifi, celui qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et qui s'est inspiré du livre de Abdelhamid Benzine, Le Camp, là où on va voir vraiment ce qui se passait dans ces camps, avec bien sûr la présence de mercenaires et d'ex-officiers SS qui étaient présents en Algérie. Et il le dit dans le film et même dans le livre que ces gens-là avaient quelque chose de passionnel envers la violence, c'est-à-dire ils venaient pratiquer cette violence qui était, il y avait du sadisme, et ils venaient la pratiquer, ils venaient un peu de partout pour la pratiquer sur les Algériens. Et je vous laisse la parole, Hassan, il nous reste moins de 5 minutes. Alors, les sociologues, parce que les centres d'internement, donc c'était des personnes qu'on arrêtait notamment à partir de 1957, et on a créé plusieurs centres d'internement. Oui. Je pense au centre de Paul Cazel, qui a été où on a enfermé Bossuet, Bogali, Barouaguia, donc il y a plein de centres où on a enfermé des Algériens, souvent arrêtés. Alors les sociologues, pour qualifier les centres de concentration nazis, pour faire un petit peu la différence, il y a 3 critères. Le premier critère, c'est les arrestations arbitraires sans possibilité de défense. Premier critère. Deuxième, le travail forcé au bénéfice de l'État. Tous les prisonniers de ces camps travaillaient donc la pierre. Donc, avec des corvées de bois. Avec des corvées de bois. Donc, et le troisième critère, climat de déshumanisation. On est dans l'esclavage. On est dans l'esclavage, climat de déshumanisation. Ils sont considérés des moins que rien, pour reprendre l'expression de Benzine lui-même. Donc, mais toutes les commissions d'enquête ont refusé, parce qu'ils savent que ces 3 critères qui correspondent à ce qu'on appelle un centre de concentration nazi, on a dit attention, on ne peut pas les qualifier de centres de concentration nazi, mais c'est des centres d'internement. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas un taux de mortalité. Ils ont été à bonne école, en fait. Ah oui. Hein? Donc, ils ont été... Ils ont dit qu'il n'y a pas eu un taux de mortalité équivalent à celui des centres nazis, donc on ne peut pas les considérer comme étant... Si vous permettez, il y avait les camps d'internement. Et ceux qui étaient dans les camps d'internement, ils avaient la chance déjà d'être dans un camp d'internement. Parce qu'il y avait une autre partie d'Algériens, ados à partir de 15-16 ans et plus adultes, qui disparaissaient. Ils étaient dans des camps qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas répertoriés, qui n'étaient pas trucs, et puis ils disparaissaient jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas où mon père est enterré. Voilà. Et les trucs. Parce que tout simplement, il y a une grosse partie, donc à la limite, dans les camps d'internement. Parce que votre père, il n'était pas avec vous dans le camp au départ de Non, déjà, 2 années avant, il était arrêté. 4 années avant, il était déjà arrêté. Mon père, mes oncles, mes frères. Et justement, dans des camps non répertoriés. Pas du tout. Pas du tout. Disparu. On a découvert des ossements qui auraient pu être les siens plus ceux de ses compagnons, je crois en 1996. Ouais. Parce qu'il y a toute une machine, en fin de compte. Il y a les centres de tri d'abord, et puis les centres d'internement. Et puis les disparitions se faisaient entre justement le moment donc, des arrestations, les centres de tri et les centres d'internement. Donc il y a toujours des disparus généralement. Parce que Hassan, tu sais que c'est l'armée française qui avait la haute main sur tout ça. Et donc elle donnait ce qu'elle voulait donner aux juges, enfin au camp d'internement. Quelques-uns étaient là à briller de mille feux, Gisèle Halimi et d'autres avocats qui ont défendu des gens qui ont eu la chance d'être déférés dans une prison civile. Et puis il y avait les
disparitions par milliers. Des disparitions par milliers jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est qu'une partie, messieurs, sans sépulture. De ce qu'a été la colonisation française avec sa sauvagerie et barbarie. Monsieur Saïd Laïchi, docteur Saïd Laïchi, je vous laisse le dernier mot parce que vous parlez de la nécessité de la transmission de l'histoire, de ce devoir de mémoire qu'on doit honoré par rapport justement au sacrifice de nos aïeux qui ont tout donné pour cette Algérie aujourd'hui libre et indépendante. Alors moi je crois que les camps de regroupement, les camps d'internement, les disparitions dont je parlais, etc., font partie de ce bilan du prix que nous avons payé pour l'indépendance. Oui. Et donc nous savons très bien ce qu'on doit payer pour accéder à la dignité, à la liberté. Mais de l'autre côté, qu'on ne vienne pas nous chanter pour nous dire que d'abord cette indépendance nous a été octroyée, nous l'avons payée rubis sur l'ongle, mais surtout qu'on ne vienne pas nous donner encore des leçons, 30 ans après, pour nous dire il y a les valeurs des droits de l'homme, il y a le droit international humanitaire, il y a le truc. Tout ce qu'on demande à la France coloniale, c'est de reconnaître son passé colonial, c'est-à-dire tous les crimes qu'elle a faits. Et ce n'est pas, j'allais dire, une honte de dire nous avons mal agi. L'Empire britannique l'a fait, l'Empire espagnol l'a fait, l'Empire portugais l'a fait. Pourquoi la France aujourd'hui ne reconnaît pas? On ne lui demande pas, comme l'a dit le président de la République, on ne lui dit pas de réparer, on ne lui a pas dit de payer, on lui a dit de reconnaître ses crimes et de nettoyer les essais nucléaires. Oui. Et je crois que c'est un minimum que la France pourrait faire si elle voudrait, j'allais dire, pouvoir préserver son image à travers le monde. Le politologue et l'historien qu'on a eu la semaine dernière, justement Olivier Lecourt, Grand Maison, avait dit que la France était très très en retard justement par rapport à ces questions-là. Ils font un déni. Nous n'avons pas colonisé. Nous avons civilisé ces sauvages, comme ils disent. Qu'il y avait un problème. Bien sûr, il y a un problème de déni. Exactement, concernant cette reconnaissance qui va permettre justement aux deux s'il te plaît, si tu permets, regarde aujourd'hui comment ils veulent inverser l'équation. Non seulement ils ont fait ces crimes-là coloniaux qui sont aujourd'hui documentés, vérifiés, enregistrés, mais plus encore aujourd'hui, ils te reprochent de pouvoir, j'allais dire, revendiquer cette reconnaissance. Même en parler. Si tu revendiques, il y a une algérophobie qui se développe, j'allais dire, dans tous les espaces de la vie politico-sociale française. Merci beaucoup, Dr Saïd Laïchi, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu ce soir pour témoigner, parce que quand vous aviez 15 ans, vous étiez déjà dans un camp d'internement, de regroupement, pardon, du côté de Filfla. C'est une commune magnifique, d'ailleurs, on salue tous les habitants. Peut-être j'ai un petit regret. J'aurais eu 2 ou 3 ans de plus, je serais au maquis. Je serais monté au maquis. Oui, comme tous les Algériens, bien sûr, qui ont... On était les plus âgés de cette communauté des camps de regroupement. Le plus âgé avait, dont moi, on avait 13-14 ans. Oui, comme tous les Algériens qui ont voulu participer à cette... grande révolution de novembre 1954. Je rappelle aussi que vous avez occupé plusieurs postes liés directement au droit humanitaire. Ce sont des missions. Ce sont des missions, mais vous les aimez tant parce que vous êtes aussi un grand défenseur bien sûr des valeurs humaines. Vous protégez la dignité. C'est ce que nous a appris la révolution aussi. Des hommes. Oui, monsieur. Je rappelle que vous étiez président du Croissant Rouge algérien, noble institution algérienne qui est née aussi au Maquis. Bien évidemment, vous avez occupé ce poste de 1994 jusqu'à 2000 et aujourd'hui vous continuez votre combat pour justement protéger les populations sahraouis, ces réfugiés sahraouis à travers le comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci beaucoup, Dr Saïd Laïchi. Hassan Arabe, avec vous, bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine, mais avant cela, il y aura le mardi prochain pour les dossiers de la mémoire. Est-ce que vous pouvez déjà annoncer votre prochaine thématique, votre prochaine invité? On revient sur les conséquences immédiates sur le mouvement, sur des massacres du 1945 sur le mouvement national. Eh bien, on va vous suivre, Hassan Arabe, tout de suite. Mesdames et messieurs, restez branchés sur Canal Algérie. La programmation de notre chaîne vous propose un excellent film. Il est signé par
Notre ami Nasreddine Ghenneifi qui nous a quitté, un excellent réalisateur, un militant, un engagé pour justement la transmission de notre histoire à travers un magnifique film qui s'intitule Nous n'étions pas des héros. Il est inspiré de l'histoire d'Abdelhamid Benzine qui a écrit ce livre, Le Camp, qui a dénoncé justement les conditions terribles et inhumaines par la France des milliers de millions d'Algériens. Bonsoir et cher canal, à la semaine prochaine, au revoir.